Donc, bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue pour cette séquence 1 heure, un adhérent, une solution, hein. Donc on organise tous les mois un webinaire à TEP de présentation d'un adhérent, de ses services, des solutions qu'il propose. Et aujourd'hui, on a le plaisir de faire cette webconférence sur la thématique de réduire l'empreinte eau et les risques hydriques pour sécuriser les activités économiques avec la société Ecofilae qui a rejoint la TEP très récemment avec notamment l'intervention de Nicolas Condon. Donc la TEP, hein, c'est 5 ans d'action donc, pour le stockage, le traitement et la valorisation des eaux du bâtiment et de la parcelle. On a aujourd'hui 32 adhérents engagés au sein du syndicat. On a accueilli 20 nouveaux membres sur cette période de 5 ans autour des thématiques d'assainissement non collectif, de gestion des eaux pluviales, de valorisation des eaux non conventionnelles et tout ce qui est service. Et en 5 ans, on a fait de la TEP un syndicat professionnel de référence, un centre de ressources, avec plus de 100 outils créés. On a plus de 70 vidéos sur la chaîne YouTube et une centaine d'outils disponibles gratuitement sur notre site internet. Donc, dans le cadre des dernières publications, on a 2 dossiers thématiques qui sont parus en 2025 sur la gestion durable et intégrée des eaux pluviales et là en mars 2026 sur tout ce qui est stockage, traitement et valorisation des eaux à l'attention des maires et des présidents d'intercommunalités. Et on a sorti tout récemment un essentiel sur tout ce qui est transition hydrique et urbanisme. Donc on porte 10 propositions au sein du syndicat sur l'adaptation dès aujourd'hui pour pouvoir intégrer la sobriété hydrique au niveau de tous les acteurs, en stimulant la réhabilitation de l'ANC, en reconnaissant la récupération d'eau de pluie comme une solution de gestion durable des eaux pluviales, en développant la valorisation des eaux non conventionnelles à l'échelle du bâtiment et de la parcelle, et notamment le recyclage des eaux grises et la valorisation d'eau de pluie, et d'intégrer un certain nombre de dispositions pour dynamiser tout ça dans le code de la construction et autres sur la position d'une étude de faisabilité de la sobriété hydrique, sur la conformité des installations qu'on peut mettre en place, sur tout ce qui est obligation d'entretien et de maintenance, et d'intégrer le sujet de l'eau dans le sujet large du bâtiment et de l'environnement, avec un volet eau au carnet d'information du logement, la création d'un diagnostic des performances hydriques des bâtiments, et puis un volet eau dans le dispositif France Rénov'. Donc ça, c'est les 10 propositions qu'on porte depuis les dernières élections législatives. Donc on peut retrouver l'ensemble des documents et des publications sur le site internet de la TEP. Et puis je vais tout de suite autoriser le partage d'écran et laisser la parole à Nicolas pour nous présenter Ecofilae, les services, et puis aussi avoir surtout un temps d'échange entre nous. Ouais. On t'entend pas, On Nicolas. t'entend pas, Nicolas, on t'entend pas. Alors, ouais, Là, vous m'entendez? parfait. Ok, on va y arriver. Bon, pardon. Donc, du coup, merci. On est très, très heureux et très content d'être là. J'espère que ça va être utile pour essayer de faire des connexions et pourquoi pas du business derrière, pour être très direct. Et donc, je suis pas venu seul, mais je suis venu accompagné par Idriss. Tu te présentes? Donc, je me présente, Idriss Boisiz. Je suis ingénieur d'études chez Ecofilae depuis 3 ans, spécialisé dans toutes les thématiques de gestion des eaux non conventionnelles de manière décentralisée. Donc, c'est ce qui nous amène ici. Relié notamment à l'aménagement et au quartier durable. Donc, gestion de l'eau à la parcelle, mais pas que. On réfléchit aussi à l'échelle du quartier pour des aménagements. Et donc, voilà, c'est les thématiques qui me touchent de près, raison pour laquelle je suis là ce matin. Ok. Bon, nous, l'objectif, c'était de présenter un peu ce qu'on fait, surtout basé beaucoup de retours d'expérience associés à des métiers ou des échelles qui peuvent vous intéresser. Puis après, éventuellement, vous partagez notre vision sur l'avancée enfin, des marchés et des besoins dans ce domaine et la nécessité, et de faire en sorte de pouvoir élaborer, on va dire, des scénarios, des projets, des cahiers des charges qui soient viables et compatibles avec les technologies qui doivent venir derrière pour équiper et instrumenter des filières qui soient viables. Donc nous, Ecofilae, on est... Alors, je vais... Ouais, 2 secondes, donc on va y arriver. On est... tac.
Et Zou et Zou. Donc, normalement, ça devrait être good. Donc, nous, en fait, Ecofilet, on a une seule mission. C'est un peu obsessionnel, là, depuis 17 ans. C'est d'aider les acteurs économiques, qui soient ceux qui consomment de l'eau, qui produisent de l'eau ou qui équipent des installations, à réduire leur empreinte eau. Qu'est-ce qu'on entend par empreinte eau? On pourrait le résumer par l'approche 3R ou 4R, ça dépend. Je réduis, je recycle, je réutilise. Donc, en fait, on cherche des projets, vous allez voir sur différents secteurs, pour faire émerger des projets, plutôt, on est là pour faire émerger des projets et sécuriser en fait leur développement sur des projets qui soient viables économiquement, écologiquement aussi, sanitairement, qui soient organisés, qui soient capés, qui soient sécurisés, pour que derrière, il puisse y avoir réellement la mise en place de filières. Donc, on a développé beaucoup pendant, enfin, on a plus de 250 références sur la réutilisation des eaux, sur des collectivités, sur de l'industrie, etc. Je vais en parler. Et on est vraiment dans cette approche de, je réduis mon empreinte eau. C'est-à-dire, il y a un aménagement, il y a une ZAC, elle devrait consommer tant d'eau, à la fin, finalement, grâce à des dimensionnements, des pratiques qui changent, etc., elle consomme 30% de moins. Voilà, c'est ça. Donc, on est au service des autres, en fait, quelque part. C'est le message que je veux passer et on ne vient pas marcher sur les pieds. A fortiori, on ne vend pas de technologie. Nous, on n'a que des cerveaux ici. Donc, et tout ce qui est associé à des cerveaux, enfin, c'est-à-dire des méthodes, des outils, etc. Donc, en fait, quand on arrive, on est sur des sujets qui sont complètement nouveaux, hein. Ça fait 17 ans, moi je suis dessus. Alors, je suis dans le groupe de travail ministériel depuis 17 ans aussi. Je suis expert au niveau européen, on en pilote un, etc. Enfin, on a beaucoup œuvré là-dedans. C'est quand même des sujets qui restent nouveaux et donc il y a une grosse frustration, surtout maintenant qu'on en parle beaucoup, de ne pas pouvoir avoir des marchés, je ne sais pas, on peut partager l'expérience, mais qui soient là, volumineux et qui dépotent. D'où l'intérêt de toutes les démarches menées par les uns, par les autres, et en particulier par la TEP, d'arriver à expliquer aux maîtres d'ouvrage et autres réglementaires, enfin aux législateurs, etc., tout l'intérêt qu'il y a et comment mettre en place ces projets. Sinon, on n'ouvre pas en fait de marché pour les études, pour le matériel, pour les équipements, pour la maintenance, etc. Donc, nous, on sert à faire quoi? À faire émerger des projets qui soient viables économiquement. Si on prend les projets de réutilisation d'eau qui ont émergé ces 15 dernières années en France, il y en a beaucoup, on est derrière. Donc, on fait des évaluations de potentiel, de scénarios à différentes échelles, des échelles de ville, des échelles de parcelles, des échelles de quartier, des échelles de pays, des faisabilités, dossiers réglementaires, d'acculturation, tout ça, c'est pour monter en puissance et identifier des scénarios et des projets qui soient viables avant de les équiper. On travaille beaucoup aussi sur le financement des projets, comment on accroche les financeurs pour aider au financement des projets, que ce soit sur les études et sur les équipements, pour en fait permettre la viabilité économique des projets. On sait très bien que comme on est en train de tâtonner encore, finalement, on peut avoir des projets où les volumes ne sont pas assez élevés pour avoir des ROI suffisants. On peut être sur des projets qui soient viables une année sur trois, etc. Donc ça, c'est un volet important de notre travail. L'autre point, c'est que je l'ai dit, en fait, je ne sais pas, on a dû faire 270 investigations sur des collectivités, etc. depuis 15 ans. De ces 270, il y a un certain nombre de potentiels et de territoires où il y a un potentiel. Le coup d'après, c'est d'aller greffer la chaîne technique et la bonne chaîne technique. On revient ici d'une visite d'un immeuble où on a aidé, enfin, un immeuble iconique de Montpellier qui s'appelle Evanescence, couvert de végétation, 2,5 hectares à la verticale. Et on les a aidés, eux, à faire émerger leur système pour qu'à un moment donné, on recycle les eaux grises de cet immeuble. Donc, on sert à ça. Donc, on fait des analyses sectorielles, on fait du benchmark et on aide et on prescrit aussi de notre côté. Et puis, le dernier volet que j'ai fait émerger, c'est de pouvoir créer des standards. Souvent, en fait, le standard n'existe pas. Le standard, ça peut être le standard d'équipement, ça peut être le standard d'usage. Donc, on a fait beaucoup de premières, nous, hein, le premier maraîchage avec des eaux usées traitées, le premier recyclage d'eau grise depuis 25 ans, le premier projet avec de l'eau potable, les premières balayeuses, etc. Tout ça, c'est pour aider, en fait, les acteurs de la filière et aussi les administrations et la réglementation à dire oui et à caler les méthodes et les technos sur des choses qui sont vérifiées. Voilà. Donc, on sert à ça et on intervient sur beaucoup de secteurs qu'on a identifiés comme ça, l'agriculture, camping, parc d'attraction,
On appuie, par exemple, Astérix, Disney, industrie, territoire et collectivité, loisirs et sport, tous ces stades, golf, etc. Et tout ce qui est bâtiment et quartier durable. Et il y en a un septième que j'ai oublié de mettre là, et qui émerge, c'est les chantiers, l'usage de l'eau sur les chantiers et les infrastructures. Donc en fait, vous voyez qu'on est dans une approche complètement désinhibée. C'est du centralisé, c'est du décentralisé. On peut travailler sur des stations d'épuration énormes à Marseille et puis et en même temps travailler sur un camping qui a des piscines, des usages, des espaces verts, des mobil-homes, des toilettes, des sanitaires, etc. Donc on est là-dessus, on a des spécialistes pour chacun de ces secteurs, si je puis dire. Et donc là-dedans, l'objectif à chaque fois, c'est qu'à la fin, on puisse dire, bah ouais, on a consommé moins d'eau au final, ou on a pérennisé une activité avec le même volume d'eau alors que l'activité a cru, etc. Bon, je ne rentre pas dans le truc un peu pub, etc. Voilà, nos rêves, ça c'est juste pour vous dire, bon ça c'est en France, on a des rêves à l'international, dans les tomes. C'est juste pour vous dire que par cette approche à la fois du décentralisé-centralisé, on touche le littoral, mais on touche aussi le continental sans aucun problème. Donc il y a vraiment une répartition. Et nous là-dedans, on a 3 agences, une à Montpellier, une à Mont-de-Marsan, dans les Landes, une à Nantes et bientôt une en Martinique. Voilà. Donc, l'approche, c'est toujours la même. Donc, pour rentrer un peu dans la nature des eaux, on considère l'ensemble des eaux non conventionnelles. Alors, pour la petite histoire, hein, les eaux non conventionnelles, c'est un terme qui est venu et qu'on avait suggéré avec Amorce dans ces groupes de travail ministériels pour dire, bon, il y a plein d'eaux auxquelles vous n'avez pas pensé et il faut les mettre dedans. Ça vaut pour les eaux de piscine, par exemple, mais ça vaut aussi pour l'eau pluviale. Ça vaut pour l'eau de pluie. Alors, l'eau de pluie était déjà référencée dans le canal, j'allais dire, dans le couloir eau de pluie. Mais en faisant ça, en fait, ça vaut pour les eaux d'exore. Ça vaut évidemment pour les eaux grises, pour les eaux industrielles, etc. Les eaux de ruissellement, Idriss a travaillé sur des chantiers SNCF, et les eaux de ruissellement, ça vaut pour ça, etc. Donc en fait, en ouvrant comme ça, en fait, l'approche était, vous avez compris, de dire, OK, on est sur un territoire, une parcelle, alors on appelle la parcelle, une zone dans laquelle il y a une multiple source d'eau. Et puis les usages, bah, c'est ce que vous avez, c'est pareil, on est décomplexé sur les usages, c'est n'importe quel usage, référencé, réglementé, pas réglementé, on s'en fiche. On s'en fiche pas, mais on se donne les moyens d'aller vers tout ça. Donc il y a les usages bon, bah, green, les usages environnementaux, les usages plutôt ce qu'on appelle nettoyage, enfin usages urbains, usage agricole, proximité, maraîchage de proximité, petits potagers, etc. Ou des grandes cultures, et puis tous les usages énergétiques qui sont derrière. Voilà. Donc on est dans cette approche et on essaie de se dépatouiller là-dedans pour essayer de concevoir des projets à la fin qui soient intelligents. Et je termine par ça en disant que, enfin je termine ma partie, puis après on va passer au retour d'expérience très concret, histoire voilà, d'être source d'inspiration. On a un rôle aussi qui est très important. Il faut bien voir que dans ces domaines-là, et ça va peut-être parler à Jérémy, entre autres, parce que c'est son quotidien, c'est que imaginez qu'on branche des usages derrière des process qui génèrent de l'eau usée, que ce soit des toilettes, que ce soit une piscine, etc. C'est un truc qui n'est pas conçu, ni dans la tête des gens, ni dans la réglementation, ni même organisé, etc. Alors évidemment, ça, depuis 15 ans, ça commence à évoluer, mais on est vraiment au début, c'est-à-dire que les gens n'ont pas du tout envie d'être branchés à une station d'épuration fondamentalement, quoi. Et donc, en fait, ça veut dire qu'ils ne savent pas dialoguer. Il y a pas les... Quand vous faites une adduction d'eau potable ou quand vous faites un réseau dans un bâtiment, bah, on a déjà fait ça depuis des dizaines d'années. Les gens, ils se connaissent, ils sont connectés. Là, ils ne sont pas connectés. Et donc, en fait, on s'aperçoit souvent que sur un territoire, vous avez des acteurs du territoire qui disent, moi, je voudrais faire quelque chose. Exemple, une ZAC qui dit, au niveau de la conception, qui dit, bon, bah, moi, il faut qu'on fasse un truc sur l'eau. Je sais pas, moi, on travaille sur Mayotte, il n'y a pas assez de flotte. Faut faire quelque chose, faut trouver des solutions. On leur dit OK. Mais alors eux, ils ont une sorte de vision, on va dire. Éventuellement, derrière, ils ont le réglementaire, ils ont le financier, etc. Donc il y a tous ces acteurs qui sont là, ben, les acteurs institutionnels, les lobbies, les assos et tout ça. Mais ils savent pas vraiment comment faire. Ils n'ont pas la solution. À côté, vous avez des gens qui ont des gisements de NC. Ça va vous parler. C'est très dessus. Le gisement de NC, on se dit, bon, bah, on a ça sur les bras, on a des eaux grises qui arrivent en bas d'un immeuble, on a des eaux d'exor qui sortent à un moment donné, on a qu'est-ce que je prends comme exemple, peu importe, des eaux de station d'épuration ou des eaux de pluie. Bon, on a l'usage, on a la source, donc on se dit, ah, c'est cool, on a la source, on va pouvoir la traiter, la distribuer, etc. Mais en fait, s'il n'y a pas les usagers, derrière, vous laissez tomber la neige, quoi. Ça marche pas.
J'en veux pour preuve tout ce que. Alors, nous, on avait fait les premières balayeuses, 2 ans d'expérimentation, habillés comme des cosmonautes à Cannes, etc., pour faire évoluer favorablement la réglementation. Bon, c'est le favorablement qui ne s'est pas déroulé comme prévu, parce que les gens n'ont même pas lu ces analyses-là. Donc, je vous dis juste pour la petite histoire qu'une qualité D, ça suffisait pour mettre dans une balayeuse, hein, et ça a été validé par les épidémiologues, etc. Bon, on est sur du A+. Bon, mais je veux dire, même un truc qui est hyper simple comme la balayeuse, et je vous le dis parce qu'à un moment donné, je me mets à la place de gens, s'il y en a parmi vous qui développent des technos, ils ont envie de standardiser le truc. Pour standardiser, il faut simplifier. Et on a l'illusion que sur des schémas hyper simples, on n'a pas besoin de s'occuper des trucs. Alors, je vous parle des balayeuses parce que les balayeuses, suite à ça, il y a eu les reuse box, il y a eu les containers, les machins, puis tout ce que vous faites aussi. Il y a eu combien finalement de balayeuses autorisées en France? Il y en a moins de 30. Donc, en fait, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que finalement, il y a des gens, ils ont installé des systèmes de traitement et puis ils n'ont pas demandé au service technique si la balayeuse allait traverser la ville pour aller chercher l'eau. Et non, la balayeuse a continué à aller chercher de l'eau à la borne d'incendie. Donc, le dernier larron, et c'est d'autant plus vrai si vous branchez balayeuse, usage potager, recyclage dans les toilettes, etc. L'usager, le jaune. Et le jaune, lui, l'usager, il s'en fiche, en fait, de savoir quel est tout le Lego qui a été construit en amont, soit de son flush de toilette, soit de son espace vert, etc. Et donc, lui, il veut juste de l'eau. Il veut l'eau l'été, il veut avoir de l'eau tout le temps, etc. Donc, vous voyez que ces acteurs, en fait, ils ne savent pas se dialoguer ensemble. Et en fait, on est obligé de construire la solution ensemble. Et ça, c'est vraiment important, hein. C'est-à-dire que, parce qu'à un moment donné, si vous tenez la solution technique, bah, en fait, ça se trouve réglementairement, il va y avoir un problème, ou ça se trouve en termes de bilan économique, il va y avoir un problème, etc. Donc nous, on est là-dedans pour faire émerger tous ces projets de cette façon-là. Voilà. Je sais pas si c'était une erreur. Et donc, vous montrez que 2, 3 références. Donc, on va jouer un peu au ping-pong avec Idriss en fonction de notre affinité sur les références. Donc, on les passe comme ça, tout est sur notre site internet et puis on est bien sûr disponible pour étayer, mais c'est pour vous montrer un peu la philosophie. Ça, c'est un gros projet qui s'appelle Ruro, qu'on a cofinancé avec l'Agence de l'eau et des fournisseurs de techno. Et l'idée, c'était, à la sortie d'une station d'épuration, qui est une petite, 2000 équivalents habitants, c'est de mettre différents systèmes de traitement et différents usages. Et on a testé ici des usages potagers, des usages d'irrigation, des stockages ouverts, des stockages fermés, de l'électro-oxydation, de la membrane gravitaire, de la membrane, de l'UV, etc. Et donc, avec ça, on a comparé des filières, leurs performances, et on a rassuré les gens sur le fait qu'on pouvait aussi arroser des potagers par rapport à ça. Ça, c'est un truc, on va dire, genre démonstrateur. Celui d'après, c'est un overview que moi j'adore. Donc là, ça fait 5 ans, la ville de Vittel nous a appelés, on a commencé à échanger il y a 5 ans. C'est pour vous dire l'inertie des projets. Mais maintenant, ça s'accélère. Ça, c'est le volet piscine. On accompagne plusieurs piscines. Et là, vous avez une piscine un peu iconique qui est à Vittel. C'est une piscine de 50 mètres et une piscine de 25. C'est dans le centre olympique. Et en fait, l'idée, bah, c'est un peu tout connement de récupérer les eaux de la piscine. Tout connement, mais encore faut-il savoir que la piscine, ça fuit, hein. La piscine, ça relargue entre 30 et 50 mètres cubes par jour et par baigneur. Ça, c'est un truc qu'on ne sait pas forcément. Et donc, pour aller arroser, golf, espace vert derrière, et entre les deux, bah, il y a quoi? Il y a stockage enterré, il y a pompe, il y a filtre, il y a désinfection, etc. Donc, encore une fois, finalement, sans toutes ces discussions et aller rassurer les financeurs, etc., on n'aurait jamais fait émerger le projet. Donc, c'est à ça comme ça. Une fois que le projet émerge, ben, il y a besoin de l'outiller, de l'équiper. Piscine. Ce qui était intéressant sur ce projet-là, c'est Oui. que en fait, on s'est beaucoup posé la question de savoir si le stade et la piscine étaient vraiment sur la même parcelle. Ce qui est sûr, c'est que le golf n'y était pas. Mais en tout cas, enfin voilà, il y a quand même une marge de manœuvre pour pouvoir avoir des beaux projets, même si on n'est pas dans le cadre immédiat de la réglementation, quoi. Ouais. C'est-à-dire que ouais, tu fais bien de dire ça, parce que la parcelle telle que vous le dites, le P de parcelle, c'est pas forcément notre parcelle. Nous, notre parcelle, c'est tout ce qui a du sens autour d'un rejet d'eau non conventionnelle. Donc, on a des modèles, et bon, les ingénieurs sont capés là-dessus, sur, je sais pas, on vous met un point, je sais pas, on vous met un bassin de rétention d'autoroute, et en fait, c'est quoi la parcelle? Bah, la parcelle, on sait qu'un tuyau de 5 km, ça va être trop cher par rapport à un petit usage. Par contre, vous pouvez faire un tuyau de 20 km, ou Vendéo, c'est 27 km parce que vous avez un gros volume. Donc, en fait, c'est la zone de chalandise. Donc, nous, effectivement, tu fais bien de le mentionner, parce que tu peux avoir la parcelle de l'emprise de la piscine,
Mais derrière bah, le stade, derrière des balayeuses, derrière je sais pas quoi, voilà, d'autres usages extérieurs. Et nous, ça vaut le coup parce que là, c'était gravitaire, parce que, etc., parce que c'était rentable, etc. Et effectivement, on se retrouve au niveau réglementaire, le cul entre deux chaises, généralement, si tu es en deux colonnes, tu arroses tes espaces verts à l'intérieur de la parcelle, ça, c'est classif 1, tu les sors et tu fais un potager à l'extérieur, c'est classif 2, etc. Mais on est habitué à ça, c'est pas quelque chose qui nous effraie. Mais effectivement, tu fais bien de préciser le truc. Dernier point que je vous montre ici, c'est camping, parc d'attractions, centre de loisirs, etc. Donc là, on a fait des approches pour vous changer un peu d'échelle et vous montrer un peu, j'espère, éventuellement le potentiel business, enfin, potentiel qu'il faut aller chercher, hein. On a pris sur deux régions, enfin là, c'était la Nouvelle-Aquitaine, et c'est pour un syndicat. Donc on a travaillé sur 180 millions de nuitées par an, c'est-à-dire l'équivalent au camping. Je ne sais pas combien de camping ça faisait. Et on les a audités, en fait, par une approche d'entonnoir. On s'est dit, OK, on prend toute la région Nouvelle-Aquitaine. Bon, en fait, c'est à quel endroit qu'il y a un besoin? Bon, ben, on ne sait pas. Donc, en fait, c'est comment on les trie, quelle typologie, quels indicateurs, y a-t-il un potentiel là? Non, oui, bah. Et à la fin de tous ces campings, mais on peut le faire la même chose pour les chantiers, etc. Ben, on arrive à dire, OK, on a le top 20 ou le top 50. Voilà. Et le top 50, c'est là où il y a réellement, pour plein de raisons et d'indicateurs qu'on a, un potentiel. Ça ne veut pas dire que les gens ils vont l'enclencher, mais ça veut dire que c'est là qu'il faut aller. Et j'allais dire que le coup d'après, c'est aller à ces endroits-là, donc c'est ce qu'on fait. Et puis du top 50, on a le top 10. Et le top 10, c'est des gens qui veulent, on est en FESA et qui veulent un cahier des charges et qui disent il faut qu'on équipe nos trucs. Et on en a parlé un peu avec Jérémy. Moi, je ne connais que cette voie-là pour arriver à faire émerger les projets parce que avant qu'un cahier des charges bien gaulé arrive, et s'il y en a un qui arrive, ça va être la foire dans le poigne. Alors peut-être à l'exception des eaux grises, mais les eaux grises, c'est un autre problème. Recyclage d'eau grise dans les bâtiments, c'est quelque chose qui, à mon avis, n'est pas complètement abouti en termes économiques, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui a beaucoup plu parce que on a réussi, en traitant les données après les visites, à identifier des typologies différentes de camping et du coup des plans d'action assez concrets pour pouvoir, un, réduire les consommations, d'abord avec de la sobriété, puis ensuite de la réutilisation. Et donc ça a été, enfin, c'était pas mal repris et ça a beaucoup plu. Voilà. Alors après, rien n'est facile là-dedans parce que l'étape d'après, parce que je me mets, enfin, mettons, je ne sais pas, en fait, on aurait peut-être pu faire la présentation avant, mais si vous êtes là, s'il y a des gens qui fournissent des technos et solutions techniques, etc., encore faut-il derrière qu'il y ait une faisabilité économique, qu'on soit allé chercher des financements, que le cahier des charges soit bien fait. Donc ça, j'y reviendrai après, mais ça demande du coup des allers-retours aussi avec les gens qui sont compétents techniquement pour faire ces filières. Donc c'est pas parce qu'il y a un top 50 de camping qui grave a besoin du truc qu'il y en a 50 qui vont enclencher le machin. Parce que j'ai pas de sous, parce que j'ai une saisonnalité, donc finalement, puis parce que je vais changer mes mobilos, mais du coup, j'ai pas envie de regarder l'ensemble du camping. Donc tout ça, c'est aussi une approche bah, d'éducation, en fait, pour arriver à nos fins. Le dernier que je présente moi, alors là, c'est Roxim. Donc là, on vient de visiter l'immeuble qui est le suivant. Je le mets pour info. Des fois on croit que le recyclage d'eau grise, c'est quelque chose de commun. Ça, c'est un truc qu'on a fait émerger donc il y a 4 ans. C'est à Fréjus. C'est le premier bâtiment qui recycle des eaux grises depuis le bâtiment ABC de Grenoble, donc il y a 25 ans. Donc, quand on pourra les compter par milliers, ces bâtiments qui recyclent les eaux grises, peut-être qu'on se souviendra que là, ça a été 1 an et demi d'instruction réglementaire pour avoir l'autorisation de quoi, in fine, d'arroser ces espaces verts méditerranéens. Mais on est à Fréjus, on est dans une résidence de standing, donc déjà c'était un pas énorme. Mais nous, on voulait faire du flush de toilette, on voulait faire du lavage de containers, on voulait faire de l'irrigation de potager, etc. Et au cours des 18 mois d'instruction, et autant dire qu'on y a passé la chemise et puis la marge, ça c'est sûr, on a réussi à la fin à convaincre les gens, mais ils nous ont enlevé un certain nombre d'usages. Donc, dans le musée du recyclage d'eau grise, à la parcelle, il faudra mettre ce cas pour ne pas oublier qu'avant, ce n'était pas si simple et que les choses qui deviennent trop simples, comme nous le disait, parce que le promoteur Roxim, qu'on vient de voir il y a 1 heure, dans son bâtiment, il s'appelle Evanescence, pour être tapé sur Internet, euh, il dit, mais comment on est passé d'un truc hyper compliqué à hyper simple? Bon, moi je pense que quand c'est hyper compliqué, c'est pas normal, mais quand c'est hyper simple, c'est suspicieux aussi. Voilà. Donc là, voilà, ça c'est pour votre info, pour le côté musée. Et puis le dernier truc, moi, qui me tient beaucoup à cœur, c'est que on ne pense pas, mais on partage des vues, hein, on est un petit club tous là. On ne pense pas que c'est viable que chaque bâtiment recycle les eaux grises.
On pense plutôt qu'il faut le taper au niveau de l'aménageur. Donc, c'est ce qu'on fait là avec l'aménageur de Montpellier, qui, au moment de l'aménagement d'une ZAC, avec des bâtiments que vous voyez là, il y a des espaces verts, des dépenses vertes, des bâtiments, il y aura des usages de nettoiement, etc. On se dit tout ça, ça va produire des eaux, tout ça, ça va en utiliser à l'intérieur, à l'extérieur des bâtiments. Comment on mutualise? Comment on fait le meilleur scénario pour être à l'empreinte eau optimale? Et nous, on a un modèle qui même va orienter la taille des bâtiments pour dire à la fin, en fait, en termes de répartition, espace vert, hauteur, largeur, machin, etc., bah, finalement, le quartier le plus sobre, il ressemble à ça. Avec notamment la mutualisation des eaux grises pour des usages de flush, mais aussi pour des usages extérieurs. Et puis, s'il y a trop d'eau, on peut imaginer avoir des bornes à l'extérieur. Enfin, il y a tout à imaginer ça. Et effectivement, derrière, chaque fois, vous avez les filières qu'il faut, qu'il faut mettre en place. Ce qui est très intéressant ici, c'est que, en fait, Nicolas parlait de Roxim, on a discuté avec lui ce matin, et lui aussi, il est conscient que du coup, c'est très intéressant de pouvoir réfléchir à l'échelle d'un bâtiment parce que c'est cadré réglementairement, et du coup, c'est relativement simple Voilà. maintenant une fois que c'est balisé. Sauf que, en termes d'économie d'échelle, on est quand même sur un gros immeuble, Evanescence, et voilà, on est conscient qu'on est encore en limite pour avoir une économie d'échelle suffisante, pour avoir une rentabilité du coût de l'eau au mètre cube. Et donc, je crois que tu as changé de diapo, Nicolas. Et donc, ce qui est intéressant de pouvoir réfléchir vraiment à l'échelle d'un quartier, justement de pouvoir avoir des volumes suffisants et des usages suffisants pour avoir une rentabilité. Et donc là, on sort un petit peu de la parcelle à proprement parler, mais en tout cas, c'est très très intéressant pour pouvoir justement mutualiser les équipements pour traiter le gisement et alimenter tous les usages. Et ce qui est aussi très intéressant à considérer, c'est que très souvent, si on va avoir des projets ambitieux, on va avoir un gisement en eau grise qui va être largement supérieur aux usages qui sont faciles à alimenter. Et donc c'est pour ça que c'est toujours pertinent d'inclure un maximum d'acteurs locaux qui dépassent un petit peu le cadre simple de la parcelle pour pouvoir valoriser un maximum d'eau et avoir la meilleure rentabilité du projet. Je vous montre juste, c'est par curiosité, mais voilà, à quoi ressemble le bâtiment qui est en cours, hein. C'est celui-là. Donc, c'est une sorte, on appelle ça les curiosités ici à Montpellier. Et donc, en fait, ces espaces verts sont tous arrosés avec des eaux grises. Voilà. Bon, ça, c'est la vue d'architecte. Ça ressemble pas encore à ça, mais c'est l'idée. Mais là, on est dans le pur eau grise. Ah oui, on était à ce niveau-là. Mais voilà. Et oui, tu revenais sur le truc. Ouais. Ok, je te laisse la main là-dessus. Voilà, sur d'autres sujets sur lesquels on travaille avec le centre commercial de Terrasse du Port à Marseille. Donc, on est sur un accompagnement. Donc, cette fois-ci, on est vraiment à l'échelle de la parcelle, même si on va essayer encore une fois, de sortir pour que ce bâtiment, plus que de réduire sa consommation, il puisse être source d'eau à l'échelle du territoire. Donc, c'est quand même ce qui est le plus intéressant à réfléchir, c'est voilà, d'avoir un partage de l'eau entre les acteurs à l'échelle du territoire. C'est comme ça que les projets prennent sens. Et donc, cet accompagnement, il est multisource. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une démarche de sobriété des usages de l'eau à l'échelle du bâtiment. Et donc, cette méthodologie, elle est en plusieurs étapes. C'est d'abord faire le diagnostic de toutes les consommations, voir quels usages peuvent être substitués plus ou moins facilement, quels usages peuvent être réduits et lesquels peuvent être alimentés vers l'extérieur. Donc voilà, c'est très intéressant et on est sur des volumes qui sont substantiels avec un maître d'ouvrage qui est très moteur et qui veut faire une référence à l'échelle de Marseille. Donc ça, Ouais, alors c'est un pour arriver projet. à ça, il faut bien imaginer que c'est pas un jour et quelqu'un qui a dit, allez, moi, je veux faire ça. Il y a ces 2 ans de maturation, 2 ans et demi, C'est ça. à les convaincre. Pourquoi? Mais vous pensez qu'on peut le faire? Non, mais ça, oui. Et puis les eaux d'exor, ah oui, venez voir, j'ai plein d'eau d'exor, bah, évidemment. Et puis au début, c'est on va recycler uniquement pour nos chaufferies et puis à l'intérieur du centre. On a dit, ben non, vous pouvez regarder à l'extérieur. Il se trouve qu'on accompagne la métropole de Marseille aussi. Comment on fait ces ponts-là de gens qui ne sont pas habitués à faire les ponts pour arriver à ce schéma qui est notre vision, en fait. Et à un moment donné, de dire, on tente. Peut-être qu'il n'y a rien, mais ils sont en train de laver les paquebots et les ferries juste de l'autre côté du centre. Il y a peut-être un truc à faire. Et évidemment, derrière, va falloir, on est dans des microstations, des macrostations, il va falloir équiper tout ça. Mais la question, c'est quelle qualité, quel usage, quelle rentabilité, etc. C'est Ce qui toutes ces est, questions. ce qui est extrêmement intéressant sur ce cas-là, c'est qu'en fait, il y a vraiment multigisement, c'est-à-dire qu'on regarde les eaux d'exor, on regarde les eaux de pluie, on regarde des eaux de parking,
on regarde les eaux jaunes, donc les urines de la séparation, et pour tout un tas d'usages. C'est-à-dire, donc, ce qui va être le plus facile, c'est l'alimentation des toilettes, mais il y a aussi, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de jardinières. Il y a un jardin potager qui a vocation à être pour un restaurant de haut standing. Enfin, voilà, il y a des choses qui sont pas forcément facile réglementairement parlant, mais en tout cas de grandes ambitions et donc ça peut faire de très belles références. Ok. Alors, je vois qu'il est 37, parce qu'on a commencé un peu en retard. Donc, peut-être en faire deux. Très bien. 30. Donc là, ce qui va vous concerner beaucoup plus, je pense, pour la TEP, on travaille également aussi sur la gestion des eaux de pluie directement à la parcelle, donc des imperméabilisations. Et en fait, nous, on se place plutôt du côté valorisation et infiltration des eaux de pluie à la parcelle. Donc la filtration des eaux de pluie à la parcelle, bon, c'est quelque chose qui est très connu et qui est développé en France depuis de nombreuses années, bah, justement pour gérer les inondations. Ce qui se fait beaucoup moins, c'est d'avoir des projets ambitieux pour pouvoir valoriser ces eaux de pluie avec des gisements qui, en fonction de là où on se situe, peuvent être plus ou moins conséquents et plus ou moins ambitieux. Et donc voilà, c'est aussi dans ce genre de choses qu'on travaille. Et voilà, donc là, on travaille sur plusieurs bâtiments de l'agglomération montargoise pour valoriser tout ce qui peut l'être en termes d'eau de pluie et ensuite le surplus, l'infiltrer à la parcelle. Donc ça, c'est un projet, je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous ont déjà entendu parler, Écocité. Cette fois-ci, on réfléchit, donc c'est vraiment une étude d'opportunité. Enfin, l'idée, c'est de réfléchir à l'échelle du bassin versant Adour-Garonne, de la région Occitanie et de la région Nouvelle-Aquitaine. Où est-ce que peuvent être où est-ce que la réutilisation décentralisée des zones non conventionnelles en milieu urbain est la plus intéressante. Donc en fait, tout ce qu'on va étudier, c'est les gisements qui sont à droite, donc les six zones non conventionnelles, eau de pluie, eau pluviale, eau grise, urine, sur mining. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce terme-là, c'est le fait de faire un piquage dans le réseau d'assainissement à proximité d'un usage pour pouvoir alimenter un usage conséquent, et les autres piscines pour tous les usages possibles et imaginables. Et donc, il y a cette approche un peu macro pour savoir où est-ce que c'est intéressant de le faire, où est-ce que c'est pas intéressant de le faire. Et ensuite, de faire de la faisabilité sur toutes ces zones non conventionnelles pour savoir, et c'est exactement ce dont on discutait avec Nicolas au début, en fait, quelle est l'échelle à partir de laquelle ça commence à devenir intéressant. Est-ce qu'un bâtiment de 100 appartements, ça commence à être intéressant au niveau économique ou pas? Est-ce que 50, c'est le bon critère? Voilà, c'est un peu l'idée de cette approche-là. Ok. Et alors, pour terminer, deux petites slides pour voir la discussion. Moi, ce qui m'intéresse, enfin, ce qui nous intéresse, nous, à Ecofilae, c'est d'avoir de l'impact. C'est quoi d'avoir de l'impact? C'est peut-être, je sais pas. Alors, moi, individuellement, quand je prendrai ma retraite, de pouvoir dire, bon, bah, là, on a eu de l'impact là-dessus, sur cette installation, etc. Sauf qu'on n'a pas les terrains. Alors, c'est un peu emmerdant. Donc, on dépend beaucoup des autres pour avoir les terrains, évidemment. Et pour avoir l'impact, il faut le multiplier. Et pour multiplier, en fait, il faut, j'allais dire, y aller en partenariat. Vous ne pouvez pas multiplier tout seul, trop de temps. Donc, nous, en mode d'accompagnement, on sait que dans un projet, pour passer de l'idée à l'impact, déjà il y a plusieurs années, alors, ça dépend, hein, il y a besoin d'explorer le champ du possible, c'est très intéressant. Y a-t-il un potentiel ou pas? Si pas de potentiel, terminé. Ce n'est pas une zone même à investiguer. Ce n'est même pas une zone sur laquelle il faut que vous vous alliez. Les scénarios, les potentiels, je crois que vous avez compris, la gouvernance, la communauté d'acteurs, tout ça, c'est ce qu'on adresse. Une fois qu'on a trouvé un scénario et un site, et qu'on arrive à le faire financer, on descend dans l'ingénierie financière, la faisabilité technique et économique, le montage de dossiers réglementaires. Et j'ai mis en jaune là, un peu, voilà, j'ai juste surligné, hein, c'est pour le rendre un peu spécifique. À partir de ce moment-là, il se passe quelque chose, c'est qu'on passe de concevoir à réaliser. Et la réalisation, bah, c'est les gens qui sont compétents pour réaliser, qui sont sur le marché. Donc, parfois, il y a le maître d'œuvre, mais surtout, il peut y avoir des fournisseurs et il y a des fournisseurs de solutions techniques. Sur tous nos projets, à un moment donné, il faut bien brancher les gens sur des gens qui ont des vraies solutions. Et là, il y a une interaction. Parce que si vous faites une faisabilité technique et économique dans le vide, sans avoir vérifié que c'était en adéquation avec bah, les dernières évolutions technologiques et business, etc., bah, ça ne marche pas. Donc là, je vois l'équipe technique ici, d'ingénieurs, etc., qui sont très fans de connaître ce qui se passe plus bas et inversement pour faire en sorte qu'il y ait cette articulation qu'on pourrait mentionner plus. Puis après, vous avez une phase d'exploitation et le tout doit se faire en fédérant les acteurs. Si on rentre, j'ai fait une petite slide un peu spécifique pour vous expliquer notre approche. On a une approche club.
Ecofilae. Bon, Ecofilae, nous, on est indépendant, on est tiers de confiance, j'espère, on est un centre de ressources. Enfin, bon, je pense qu'on a une forme avec beaucoup de présomption et d'excellence technique, organisationnelle, relationnelle. Et donc, en fait, à un moment donné, on cherche des partenaires. Donc, les partenaires, c'est quoi? C'est les partenaires, je vous dis, pour aller jusqu'à l'impact. Hein, c'est ça le partenaire, on cherche. Voilà. Donc, c'est le partenaire. Admettons que je cible, excusez-moi, les termes fournisseurs de technologie, on peut dire solutions, enfin bon, les gens qui outillent, quoi, qui mettent en route. Eux, leur problème, de ce qu'on comprend, parce qu'on travaille avec beaucoup, c'est que bon, avant d'arriver au bon endroit avec le bon scénario et le bon cahier des charges, en fait, il faut faire plein d'essais-erreurs, essayer de faire de la vente, etc. Alors que si ça se trouve, le client n'a pas fait sa phase d'exploration. Et souvent, c'est le cas. Donc nous, c'est ce qu'on permet de faire, en fait. C'est-à-dire que pour les gens qui viennent après, on est capable de sécuriser des dossiers techniques, réglementaires, aller chercher des financements. On peut élaborer des standards. Par exemple, on travaille avec un fournisseur d'électro-oxydation et qui a besoin de se mettre à avoir des références. Donc, il faut qu'on lui trouve un camping, il faut qu'on lui trouve. Il peut, et nous, en fait, ça rentre dans notre communauté. Voilà. Et ça permet, en fait, ensemble de construire des références. J'ai mis Riout, parce que c'est le truc à la mode. Et puis d'avoir accès à des affaires et à des terrains. Et de l'autre côté, nous, bah, ce qu'on en retire, c'est qu'on peut s'appuyer sur ces partenaires pour faire des chiffrages, pour avoir les dernières modalités de dimensionnement, pour être sûr de ne pas être à côté de la plaque, par exemple. Et puis d'avoir accès à des affaires. Alors, je viens là-dessus parce que c'est ma conviction profonde et je vous la partage. C'est que comment dire? Il y a deux façons de faire. Je vous ai dit tout à l'heure 250 études et il y a peut-être allez, 20 projets qui sont sortis. Bon, c'est un dixième. Donc, nous, sur les 20 projets, on a prescrit, sur au moins 5. Donc, effectivement, on prescrit. Sur Vitel, on a dit, ouais, il y a un tel. Sur Evanescence, que vous avez vu, on a orienté vers des gens qui aident. Donc, on a besoin d'avoir cette communauté, puis de gens référencés, etc. Mais vous voyez, c'est 2, c'est 3, c'est 5 par an. Donc, c'est pas ça qui va nourrir les trucs. Par contre, il est où le gisement? Il est plutôt chez vous, en fait. Enfin, je dis chez vous. Si vous êtes plus à l'aval dans la filière, c'est qu'à un moment donné, vous êtes en contact avec des collectivités, avec des aménageurs, etc., etc. Bon, je vous donne l'exemple d'un aménageur autour de Meaux qui veut faire quelque chose, qui a été remonté par un fournisseur d'irrigation, pour le coup. Et donc là, nous, on est capable de vous aider à qualifier le maître d'ouvrage. On sait faire une visio d'une heure, tout ça, c'est gratuit, ça, pour voir, en fait, s'il y a un potentiel. Et s'il y a un potentiel, d'aller sécuriser la partie haute de l'investigation pour vous sécuriser l'arrivée au niveau technologique. Donc là, je suis désolé, je me suis adressé que fournisseur de technologie. Excusez-moi, je ne connais pas tout le panorama. Voilà, pour m'en excuser. Mais c'est ça l'idée. Dernier exemple, je suis allé à Mayotte. On a gagné aussi les appels d'offres à Mayotte. J'y retourne. Tout le monde a besoin de quelque chose autour de l'eau de pluie, de l'eau potable que l'on stocke, que l'on déstocke. La qualité dans les stockages, parce que Mayotte, il y a de l'eau par tranche de 36 heures. Et il manque 10 000 mètres cubes jour pour l'île. Et donc, voilà. Donc là, vous voyez, les gens, là, ils ont des besoins, les aménageurs ont des besoins, ceux qui font les travaux publics ont des besoins, blablabla. Bon, mais ils ne savent pas par quelle boule prendre. Voilà. Il y a des besoins là-bas à Mayotte. Donc, ce que je veux dire, c'est que des Mayotte, vous en fréquentez, je pense. Et donc, l'idée, éventuellement, en groupe, au travers de cette filière, à TEF, mais très concrètement, d'avoir une sorte de processus pour arriver à qualifier des contacts ou des idées, bah, c'est quelque chose qu'on peut vous proposer dans cette logique de club. Voilà.